nous pouvons commencer. Merci à tous ceux et toutes celles qui se connectent. Alors, juste un petit mot pour commencer. Donc, merci de vous être rejoints cet après-midi pour parler de cybersécurité. Je me présente rapidement, Maxence Demerlet, je suis la directrice du numérique au MEDEF. Je suis accompagnée d'un collaborateur, Clément Heming, qui travaille sur ce sujet avec moi. Je suis tous les travaux de la commission mutation technologique et impact présidée par Christian Poyot et Pascal Dumas. Et il nous a semblé qu'un an après notre précédent webinaire, à peu près sur les sujets cyber, il était urgent d'en reproposer un, car malheureusement, la cybersécurité, si on ne s'en occupe pas, on risque de se voir l'obligation de s'en occuper, mais dans l'urgence. Et évidemment, une entreprise avertie en vaut deux. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de rendez-vous sur la numérisation des entreprises. Tous ceux qui sont adhérents du MEDEF voient peut-être régulièrement passer sur nos fils d'information, le MEDEF Hebdo et autres extranets, des informations sur la numérisation des TPE-PME. Si vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à me mettre un petit mot dans le chat, je verrai à vous les adresser régulièrement. J'ai le plaisir donc aujourd'hui d'accueillir 3 intervenants que je remercie chaleureusement de s'être prêtés à l'exercice du webinaire. Je vais leur demander de se présenter très rapidement pour qu'on sache écoutez, qui ils sont et pourquoi nous les avons conviés à cet échange. Franck Jiquel, cybermalveillance.gouv.fr, Olivier Marty, directeur général d'Abyss Service, et Mélanie Christin, CEO d'Atelier 801. Est-ce que dans cet ordre non conventionnel, Franck, est-ce que tu peux prendre la parole pour te présenter rapidement? Franck Jiquel, enchanté, je suis le responsable des partenariats du dispositif national cybermalveillance.gouv.fr, qui est donc le dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance et de prévention du risque numérique. Merci beaucoup, Franck. Alors, du coup, Mélanie, est-ce que vous êtes en mesure de prendre la parole? Oui, je crois. Est-ce qu'on m'entend bien? Formidable. Très bien. Oui, on vous entend très bien. Alors bonjour, je m'appelle Mélanie Christin, j'ai cofondé Atelier 801 il y a maintenant 10 ans avec mon associé Jean-Baptiste Lemarchand. Nous faisons du jeu vidéo, nous avons sorti un jeu vidéo très populaire il y a maintenant 11 ans qui s'appelle Transformice. Et du coup, ça fait 10 ans qu'on s'occupe de ce jeu-là et qu'on développe d'autres jeux massivement multijoueurs en ligne sur Internet. Et on a 110 millions de comptes utilisateurs créés depuis le début, ce qui nous amène à être assez amené à parler des problèmes cyber. Merci beaucoup. Et Olivier Marty. Bonjour. Moi, je suis administrateur national d'une fédération professionnelle qui s'appelle Eben, l'entreprise du bureau et du numérique, qui regroupe divers métiers, dont les sociétés de l'IT et du service informatique. Et je suis également dirigeant d'une société qui s'appelle Apsis Informatique, qui est basée à Béziers, labellisé expert cyber, et on intervient dans tous les domaines de l'infrastructure, réseau, sécurité, etc. pour les collectivités locales et les TPE, PME jusqu'à 500, jusqu'à 1000 postes maximum en gros, sur tout l'arc méditerranéen. Et merci beaucoup de cette présentation très rapide. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que l'objectif c'est d'être assez pratico-pratique. Donc, je vais passer la parole à Franck d'abord. Vous avez récemment publié le bilan de l'année 2020 de cybermalveillance. Est-ce que tu es en mesure de nous rappeler un peu quel est le niveau de la menace actuelle et qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Est-ce que les TPE, PME sont la nouvelle cible? Est-ce que c'est un effet de bord des confinements et du travail à distance? Ou est-ce que c'est seulement opportuniste de la part d'attaquants en se disant les PME sont moins bien protégées, donc ça a fait une cible facile? S'il n'a pas le son, c'est pas possible. Attends, on n'entend pas là. Pardon, beaucoup de questions. Déjà, peut-être préciser ce qu'est cybermalveillance.gouv.fr et pourquoi on se place effectivement en tant qu'observateur de la menace. C'est qu'on a une mission forte qui nous a été confiée, qui est une mission d'assistance aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités, dans le prolongement des missions de l'ANSSI, pour ceux qui connaissent, qui s'occupent donc plutôt des opérateurs d'importance vitale, donc les infrastructures critiques. Et cette mission d'assistance se fait essentiellement à travers notre plateforme. Depuis 3 ans, ça représente plus de 250 000 victimes qui sont venues se faire assister sur la plateforme et qui viennent chercher des conseils et vont jusqu'à être mis en relation sur notre plateforme avec des prestataires de proximité référencés sur la plateforme. C'est le cas
de la société Apsis avec Olivier Marty. Et puis, on aura peut-être l'occasion d'en parler, on opère également effectivement le label Expert Cyber, là pour le coup pour les aspects plus en amont. Mais déjà effectivement sur les phénomènes constatés, je pense que c'était intéressant de partager avec vous les phénomènes majeurs observés en 2020, mais ne pas se contenter de regarder le volet professionnel, même si là c'est une réunion professionnelle, mais parler aussi des particuliers, parce que définitivement, je pense que 2020 nous l'aura bien montré, on est à la convergence des deux mondes, professionnel et personnel, même si on aimerait qu'il y ait une distinction plus stricte des usages, mais il y a pas mal de choses qui se sont faites aussi dans l'urgence cette année, et on a vu notamment pas mal de menaces qui étaient d'habitude plutôt orientées vers les particuliers qui ont touché les professionnels, parfois de manière indirecte. Donc si on prend j'allais dire le top des menaces, on va pas avoir le temps de tout parcourir aujourd'hui, mais déjà concernant les particuliers, vous voyez que en haut de la liste, très loin devant, on a l'hameçonnage, le phishing, avec une menace qui est vraiment prédominante et en hausse. Nous, on l'a vu durant la première semaine de confinement en mars dernier, c'est plus 400% de signalement chez nous. C'est une délinquance cyber qui s'est vraiment mise aux couleurs du Covid, que ce soit à travers les messages, mails, à travers les faux sites, les fausses applications. On a vu des fausses applications de génération d'attestation avant que le ministère de l'Intérieur sorte la sienne. On a également vu, vous avez certainement toutes et tous reçu beaucoup plus de SMS également maintenant, voilà, de faux sites de vente, de gel, de masques, beaucoup de choses liées au e-commerce évidemment, vu qu'il s'est considérablement développé pendant la crise, et définitivement une sophistication qui relègue à très loin l'artisanat dont on parle de temps en temps avec les phishing, avec les fameuses fautes d'orthographe, l'infographie pas parfaite. On est vraiment très très loin de ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'hameçonnage n'a rien d'anodin dans la mesure où il est bien souvent la principale cause d'autres types de malveillance. C'est le cas par exemple pour la fraude bancaire ou pour le piratage de compte que vous voyez juste en dessous. Le piratage de compte, c'est souvent, mais pas que, issu d'un hameçonnage, puisqu'on a hameçonné donc, vos données et on s'en resserre dans un second temps. Mais ça peut également être issu de fuite de mots de passe ou de comptes trop faiblement sécurisés. On pense aux comptes de réseaux sociaux, aux comptes des banques, à vos comptes de messagerie. Et bien évidemment, pourquoi est-ce que ça se développe de cette manière-là? C'est qu'il y a un fort intérêt des cybercriminels pour les données dont vous disposez, qui sont par la suite revendues sur le dark web pour faire l'objet d'autres attaques. Donc voilà, chacun est bien spécialisé dans son domaine, certains le phishing, d'autres le piratage de compte, d'autres la réutilisation de ça, et certains juste la vente de bases de données et la négociation. Donc voilà, ça c'est le triste top des menaces 2020. Là on parle de 105 000, en mélangeant les particuliers et les professionnels, 105 000 victimes qui sont venues se faire assister sur la plateforme. Donc derrière ces pourcentages bien théoriques, il y a des victimes bien réelles, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises. Donc je vous parlais de l'hameçonnage, du piratage de compte. En troisième, on a ce qu'on appelle l'arnaque au faux support technique. Ça vaut le coup de revenir dessus puisque c'est le principal motif d'intervention des 1000 prestataires qui sont référencés sur notre plateforme chez les particuliers. En deux mots, vous êtes en train de naviguer tranquillement sur un site internet. Là, votre navigateur se fige et apparaît un message d'alerte assez anxiogène, vous invitant à rappeler un prétendu support technique, très souvent Microsoft, évidemment, vu que l'OS Windows est très répandu. Et lorsque vous appelez pour vous faire assister, vous avez en face une vraie hotline avec un service client irréprochable, qui parle dans un français parfait et qui, moyennant quelques centaines d'euros, vont remettre, soi-disant, en service votre machine, sauf que dans 90% du temps, il s'agit juste de relancer la machine pour que ça fonctionne. Et le problème, c'est qu'au-delà du préjudice financier, les malfrats prennent la main à distance, le contrôle de votre machine, et vont pouvoir au mieux installer les placebos, mais au pire installer des logiciels qui leur permettront de revenir sans votre accord, du coup, sur votre machine, et puis d'exfiltrer tout ce qu'ils souhaitent. Donc ça a tapé très très fort. On pense beaucoup aux seniors qui sont parfois peu aguerris dans les usages du numérique et qui pensent contacter un vrai support technique, mais il y a également, vous le verrez, des professionnels qui ont été touchés. Sur la menace, pour le coup, plus orientée sur les professionnels, donc les entreprises et les collectivités,
loin devant les rançongiciels, les ransomware, donc, dont on a beaucoup entendu parler, y compris dans les grands médias, et de plus en plus. Je crois que ces derniers mois, il n'y a pas eu une semaine sans qu'il y ait un fait cyber qui soit remonté à travers les médias, y compris grand public. Donc les rançongiciels, hein, qui sont ces logiciels qui vont chiffrer les données de l'entreprise, les rendant inaccessibles et menaçant de les détruire si la victime ne paye pas la rançon. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que ça a touché vraiment tout type d'entreprise. Peu importe la taille, peu importe le secteur, et on a vu en plus des pirates qui, toujours dans une logique très héroïste, vont jusqu'à marketer leur message et le montant des rançons en fonction de la typologie d'acteurs auxquels ils s'adressent. Le même ransomware, on l'a vu, pour une TPE et une entreprise de taille plus critique, le montant de la rançon en x10. Donc, ils savent faire. Il faut bien comprendre que derrière, c'est très organisé. Hein, ça fonctionne en cartel, avec, comme je vous disais tout à l'heure, des spécialistes, du développement, des attaques, pour certains, de la négociation. Et puis derrière aussi, puisque c'est un sujet, le blanchiment de tout ça. Tu dis x10, ça fait quoi comme somme? Qu'est-ce que tu as vu comme montant de rançon à la volée? Mais il y a vraiment... Ça n'aurait pas de sens d'en parler. On en voit des choses à 500 €. Alors là, vraiment, c'est pour jouer. Généralement, ça se compte plutôt quand même pour le minimum en milliers, et il y a des rançons qui sont en millions. Donc, c'est le grand écart. C'est vraiment le grand écart. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le vecteur d'attaque, de compromission, parce qu'on reste parfois un peu trop sur l'idée qui commence à être vieillissante du bon vieux ransomware où on a cliqué malencontreusement sur la pièce jointe. Alors, on ne dit pas que ça n'existe plus, mais en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est que la tendance est plutôt à l'intrusion à travers, par exemple, des ports de prise de contrôle à distance qui sont faiblement sécurisés, des systèmes qui ne sont, par exemple, pas à jour. Et une autre tendance importante qui est en train de s'installer, qui vient beaucoup des US, c'est, vu que les entreprises les plus conséquentes commencent à être armées face aux rançongiciels, que ce soit sur l'aspect de la sauvegarde ou de l'ensemble de leur système d'information, et bien maintenant, c'est les menaces à la divulgation. Ça s'est vu notamment l'année dernière dans le cabinet d'avocats de M. Trump et de Madonna, avec derrière des enchères sur le dark web des données. Ça s'est vu dans le monde du jeu vidéo, puisqu'on va parler de jeux vidéo aujourd'hui. Ça s'est vu dans le monde de l'audiovisuel. Et c'est sûr que quand on menace de faire fuiter votre projet 3 ou 5 ans avant qu'il sorte, forcément, on perd un peu l'avantage concurrentiel. Donc c'est un vrai sujet. Et je fais une dernière menace pour les professionnels, parce qu'on pourra en parler pendant 2 heures, c'est l'hameçonnage. Parce que l'hameçonnage, trop souvent, dans le monde professionnel, c'est quelque chose de sous-estimé. J'ai entendu, et pas qu'une fois, que c'était des spams qui nous pourrissent la vie. C'est tout sauf du spam, l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est bien souvent le début d'attaques de plus grande ampleur. Il y a des attaques avancées, ou dites persistantes, qui commencent par un simple hameçonnage. Alors, simple hameçonnage, façon de parler, parce que là, on va parler plutôt d'hameçonnage ciblé, de spear phishing, où en fait, le pirate va aller faire un petit peu d'ingénierie sociale, se renseigner sur les employés de votre entreprise, de votre collectivité, regarder quel serait le bon client pour lui, soit parce qu'il donne beaucoup d'infos, par exemple sur les réseaux sociaux, soit parce que c'est peut-être quelqu'un de plus influençable, et va réussir, avec le bon hameçonnage, à obtenir ses mots de passe identifiants, et pour pouvoir après rentrer sur le système, et puis quand ils y sont, ça y est, de manière dormante, parfois ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois même, pouvoir cartographier l'ensemble du réseau, monter, se propager, puis après pouvoir taper avec des attaques assez lourdes, et derrière, qu'on comprenne bien ce que ça veut dire au mieux qu'on va rendre inopérants vos systèmes d'information pendant, pareil, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, vous voyez l'impact pour l'activité. Et dans le pire des cas, lorsque notamment on n'arrive pas à récupérer les données, on a de nombreuses entreprises qui malheureusement déposent la clé sous la porte. Et ça, c'est vraiment la réalité du terrain. Mais je pense que
Olivier Marty en parlera mieux que nous, lui qui s'occupe de ses clients pour lui tous les jours sur le terrain. Alors justement, puisque tu me tends la perche, merci Franck, je me tourne vers Olivier. Vous êtes bien placé, vous, pour voir au plus proche du terrain ce qui se passe. Je vois déjà plusieurs questions quand même dans le chat sur est-ce qu'on peut s'infiltrer via finalement des logiciels classiquement utilisés, je vois TeamViewer, ou est-ce que Mail in Black peut restreindre ces menaces. Donc je pose des questions comme ça un peu au fur et à mesure parce que ça permet, quand vous voyez l'opportunité d'y répondre, d'apporter une réponse. Mais vous, Olivier, concrètement, dans votre géographie, près de Béziers, vous voyez quoi comme typologie d'attaque et comment les entreprises en fait vous contactent? Est-ce que c'est toujours dans la panique? Alors c'est très souvent dans la panique, trop souvent, et pas assez souvent pour faire de la prévention. Quelques-uns de nos clients ou de nos prospects sont un peu plus dans la prospective et tant mieux, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas assez. Donc ce qu'on constate nous sur le terrain, c'est peut-être lié à notre géographie ou notre typologie de clients qui restent des TPE, PME et non pas des grands groupes, c'est 90% d'hameçonnage, de rançongiciel, de rançongiciel. Clairement, ouais. c'est là qu'on a le plus d'attaques réussies, qui passent souvent par des mails contrefaits, dans la plupart des cas. Avant, on avait aussi des attaques de rançongiciel qui passaient par des serveurs, par des services qui étaient exposés sur Internet, c'est-à-dire des gens qui avaient des serveurs de clients légers. Pour ceux qui connaissent le terme, on appelle ça des serveurs TSE ou des serveurs RDS. C'est ceux qui ont ça chez eux connaîtront. Et ces serveurs-là étaient exposés aux quatre vents. Tout le monde pouvait y accéder et la sécurité ne reposait que sur les mots de passe des utilisateurs. Or, parfois, vous avez un prestataire, je sais pas, qui vend un photocopieur, par exemple, qui va créer un compte scan, mot de passe scan. Et évidemment, la première chose que font les pirates, c'est d'essayer ce type de mot de passe-là et y rentrer dans le système à travers ces comptes évidemment bien trop faibles, et ils se mettaient à chiffrer tout le réseau. Et là, s'il n'y a pas de sécurité interne et de droit d'accès bien défini, c'était vite la catastrophe. Donc, on a vu une baisse relativement importante de ce genre d'attaque par ce biais-là avant le confinement. On avait toujours du ransomware par mail et ça a fortement augmenté à cause du confinement. Évidemment, comme on a dû mettre en place du télétravail, ça s'est fait dans l'urgence. Les gens n'ont pas mis en place de sécurisation suffisante, de VPN, de mots de passe à usage unique pour se connecter au système d'information. Et il y a eu quelques attaques. Mais nos clients, en tout cas, n'en ont pas subi. On n'a pas eu de raz-de-marée d'attaques liées, enfin d'attaques oui, mais d'attaques réussies, pas de raz-de-marée pendant le confinement. Voilà à peu près ce qu'on a constaté. Le plus gros problème aujourd'hui, il est clairement dans le niveau d'information ou de vigilance des salariés. S'il y a un effort à faire aujourd'hui dans les entreprises, alors évidemment, il faut investir sur un firewall, un antivirus, de la sauvegarde. Ça, c'est la base de la base de la base. Mais former les salariés, c'est quand même le plus efficace. On parle, nous, d'interface chaise-écran pour dire l'utilisateur, mais le maillon faible, il est là. C'est le maillon faible et éventuellement le maillon fort. En fait, ça peut être à la fois. Ça peut devenir le maillon fort, oui, dans certaines entreprises. Mais moi, j'ai eu des clients qui ont attrapé des ransomware, des rançonlogiciels, parce qu'ils ont reçu une relance d'un opérateur mobile X ou Y, peu importe, en disant qu'il y avait des factures non réglées. Et puis je l'ai questionné, il me dit, mais vous avez des abonnements chez cet opérateur? Non. Alors pourquoi vous êtes allé voir où en étaient les relances si vous n'avez pas d'abonnement? Ça paraît tellement simple et tellement évident que le comptable, en plus le comptable qui est bien placé pour savoir qu'il n'a pas d'abonnement chez X, et il reçoit une relance, il va quand même aller vérifier pourquoi. Enfin, voilà, donc ça, par de la vigilance, par de la formation, ça peut grandement limiter les attaques. Alors, on reviendra un peu au point de formation, d'accompagnement des salariés, mais on va terminer sur le sujet, en fait, un peu état des lieux avec Mélanie, que je remercie vivement de sa présence, puisque il est très difficile de trouver des entreprises qui acceptent de témoigner de la problématique cyber qu'ils ont rencontrée, notamment dans les entreprises, j'allais dire, de taille intermédiaire, même si vous avez dit le million d'utilisateurs que vous avez. Voilà, c'est peut-être le nom de votre entreprise parlera peut-être moins que Soprasteria, Monsieur Bricolage ou d'autres qui ont été attaqués, qui ont fait la une de la presse. Mais c'est pour exprimer auprès de nos auditeurs le fait qu'une entreprise, et c'est peut-être un petit peu désespérant, mais même une entreprise bien armée peut rencontrer des difficultés, mais vous allez avoir, je suis sûre, un message positif néanmoins.
Oui, bien sûr. Bah, moi, je pense que je trouve que c'est important en tant que TPE de témoigner là-dessus pour vraiment faire de la sensibilisation, parce que oui, ça peut arriver à tout le monde. Si je devais être pessimiste, je dirais ça va arriver à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu et voilà, les pirates, les hackers sont très motivés à ce niveau-là, et dès qu'il y a de l'argent en jeu, forcément la carotte est très, très intéressante. Nous, du coup, effectivement, ça fait 10 ans qu'on existe, et en plus on a un jeu vidéo en ligne, c'est-à-dire qu'on on joue avec d'autres joueurs. Donc les hackers ont beaucoup d'intérêt, entre guillemets, à nous attaquer parce qu'ils en retirent une certaine gloire auprès de leurs pairs. Et surtout, notre base de données, donc comme j'ai dit, 110 millions de comptes, elle a une énorme valeur parce que c'est une base de données très grosse avec beaucoup d'adresses email dedans et avec beaucoup de statistiques qui intéresseraient beaucoup potentiellement des racheteurs pour d'autres studios de jeux vidéo. Ce qui fait qu'on est très targeté de la part de différents hackers. Donc on a eu plusieurs attaques. On a eu d'abord ce qu'on appelle des attaques par déni de service, donc des joueurs mal intentionnés qui font exprès du coup d'attaquer nos serveurs avec des informations complètement aléatoires pour faire tomber le serveur, pour le faire se déconnecter et du coup faire en sorte que le jeu ne soit plus en ligne. Ça, on en a encore aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on en a, et c'est assez difficile à contrer. Il a fallu qu'on change complètement d'opérateur sur pas mal de serveurs, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ça n'intéressera pas tout le monde ici, mais l'attaque par déni de service, c'est l'attaque la plus simple cyber qui puisse exister. Et du coup, c'est quelque chose que les pirates vont essayer en premier pour essayer de faire du mal, entre guillemets, à une TPE ou à une PME. On a eu aussi des problèmes de fraude à la carte bancaire, c'est-à-dire qu'on peut faire des paiements à l'intérieur de notre jeu. On a eu des joueurs qui ont essayé absolument de faire tomber le système en faisant des commandes avec des cartes bleues volées. Et après, la carte bleue était annulée, mais eux, ils avaient toujours récupéré leur contenu dans le jeu. Et en fait, ça, on l'a pas vu tout de suite. Ça a pris un petit peu de temps avant de voir la fraude qui se passait, et c'est surtout notre partenaire de paiement qui nous a alertés et qui nous a dit attention, vous avez un taux de fraude qui est quand même très haut, on va vous retirer du système si vous continuez à avoir ce taux de fraude-là. À un moment, on était à un taux de fraude de 70%, ça représentait 700 000 € en 3 mois de cartes bleues volées, en fait, de paiements faits avec des cartes bleues volées et qui étaient annulés derrière, et du coup, notre prestataire de paiement avait une amende là-dessus. Du coup, on a bien failli être éjecté de ce partenaire de paiement-là. Il a fallu qu'on implémente nous-mêmes dans le jeu le fait d'annuler complètement une transaction, de bannir le compte, etc. Donc, je ne rentre pas encore dans les détails techniques, mais c'est quelque chose on a eu très très chaud. On a failli se faire bannir des plateformes qui nous ramenaient notre revenu. Et la troisième, c'est qu'on s'est fait régulièrement attaquer par nos salariés, enfin par le biais de nos salariés. C'est-à-dire qu'effectivement, les joueurs attaquaient directement les salariés en direct qui partageaient leurs noms sur les réseaux sociaux, qui utilisaient surtout les mêmes mots de passe. C'est ce qu'il y a de plus facile, entre guillemets. Il y a beaucoup de bases de données qui circulent avec un mail et un mot de passe liés à un nom ou à un pseudonyme. Et du coup, comme la plupart des gens n'utilisent pas des mots de passe uniques ou utilisent une même racine de mots de passe, les hackers en profitent pour essayer plein de mots de passe différents avec un logiciel sur la base d'une racine de mots de passe qu'ils ont trouvé dans ces genres de bases de données. Du coup, on a eu on a eu quelques salariés qui se sont fait compromettre leur compte personnel. On n'a pas été impacté au niveau de la PME, au niveau de notre entreprise, on n'a pas subi du coup de fuite des informations de nos utilisateurs. Ça s'est limité à nos salariés parce que aussi sur les ordinateurs de nos salariés, on avait fait le nécessaire pour qu'ils ne soient pas administrateurs de leur machine, pour qu'il y ait suffisamment de murs en fait entre eux et notre base de données. Il y avait vraiment que 2 machines qui avaient accès à la base de données, et elles étaient très loin et derrière des mots de passe et pas dans notre serveur interne, enfin pas dans notre réseau interne.
Donc, c'est clairement le risque le plus important, c'est les salariés, c'est les personnes, les salariés et les patrons d'ailleurs, qui cliquent effectivement sans y penser dans un mail, qui utilisent le même mot de passe ou la même racine de mot de passe pour plein de services différents et qui font pas attention. Et surtout, effectivement, avec le Covid, tout le monde travaille de chez soi et du coup, les limites sont plus floues. Et pour faire en sorte d'accéder au réseau interne de l'entreprise, on ouvre absolument tous les ports et c'est comme ça qu'il y a des choses un peu terribles qui peuvent se passer. Il y a des questions très techniques, je pourrais y répondre, mais je ne sais pas si c'est vraiment mon rôle aujourd'hui, genre sur TeamViewer, etc. Je veux pas. On va essayer quand même de répondre à quelques petites questions, mais je propose qu'on avance juste dans le webinaire. J'ai quelques propositions de témoignages, mais je voudrais qu'on avance parce que je vois qu'il est déjà 17h28 sur justement un peu les bons réflexes à avoir et peut-être qu'au fur et à mesure de ces bons réflexes, on pourra évoquer effectivement des réponses aux questions un peu techniques. Moi, je voudrais soulever 2 choses là que vous avez dit, pas 3. Les mots de passe. Alors, là, on a dit, oui, les mots de passe, c'est le Graal, c'est effectivement la question de la résistance de la porte blindée d'une certaine manière. Alors juste, est-ce que vous avez chacun, là, en sortant du webinaire, que tout le monde ait au moins 2-3 idées en tête bien claires de choses à faire? Clairement, est-ce qu'il faut un gestionnaire de mots de passe? Est-ce qu'il existe un site où on peut tester ces mots de passe pour voir s'ils ont été compromis, ou son adresse mail ou son numéro de téléphone? Et est-ce qu'effectivement, il y a l'importance, j'allais dire, de sécuriser ces accès? Certaines entreprises mettent effectivement des conditions de double reconnaissance pour les accès, c'est-à-dire notification de quelque chose que je connais, mon mot de passe, et quelque chose que je possède, mon téléphone ou une autre boîte mail, pour pouvoir authentifier. Et peut-être que Bell in Black, oui, est-ce que c'est une solution pour authentifier les mails qui rentrent? Tour à tour, si vous pouvez apporter un peu votre regard sur ces questions. Je vous remercie, Franck, Mélanie et Olivier. Oui, oui et oui. Tout ça. On est d'accord, hein? Oui, on est très d'accord. Olivier. C'est à peu près ça. Ouais, et je pense que déjà, sur le gestionnaire de mots de passe, c'est un incontournable. C'est un incontournable. Si vous arrivez à vous en sortir sans gestionnaire de mots de passe, ça veut dire qu'il y a un problème dans la gestion que vous faites de vos mots de passe. Ouais, très clairement. Ou alors vous êtes super fortiche et il faut aller compter les cartes au casino, même si normalement ça se fait pas. Parce qu'il faut créer des mots de passe complexes, en avoir des différents pour tous les sites et les changer régulièrement. Donc c'est un incontournable, le gestionnaire de mots de passe. Alors je laisserai plutôt là pour le coup Olivier et Mélanie s'il faut en recommander. Moi je ne pourrais pas me permettre ça, mais il faut ceux qui sont libres et gratuits ne sont pas forcément les plus user-friendly comme on dit. Moi, j'en utilise un qui n'est pas user-friendly, mais qui est très efficace et approuvé par l'ANSSI, qui s'appelle KeePass. Tu peux le mettre dans le chat après KeePass, oui. Key comme une clé et pass comme un pass, je vous l'écris tout de suite. Hop. Mais en revanche, c'est quand même pas l'interface utilisateur la plus simple. Et surtout, le problème, c'est qu'il n'est pas multi-device. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir une solution qui permette de concerner toutes vos machines, multi-device, pardon, je parle anglais, mais voilà, concerner toutes vos machines et que ce soit un peu centralisé. Si on en est dans qui utilise quoi, personnellement, voilà, comme ça on en donne 3, comme ça on est tranquille. Moi j'utilise Dashlane, c'est français, c'est payant, mais c'est très user-friendly pour le coup. C'est une petite application sur le téléphone qui prend la main en fait sur le téléphone pour remplir les mots de passe tout seul. Une extension sur le navigateur et du coup vraiment partout j'ai tous mes mots de passe à disposition et Dashlane c'est français. Merci, Mélanie. Alors moi j'utilise LastPass avec la version payante également. Par contre, il y a une solution qui peut être intéressante dont le nom vient de me revenir, qui existe en version payante, mais qui existe aussi en solution que vous pouvez installer sur votre propre infrastructure si vous avez une service informatique un peu velu, qui s'appelle Bitwarden RS, qui vient de changer de nom là, il n'y a pas très longtemps. Et ça, on peut l'héberger sur sa propre infra, et on a des clients iPhone, Android, tous les navigateurs, etc., avec des ISO-fonctionnalités entre la version payante et la version hébergée chez soi, qui est aussi pas mal du tout. Mais bon, il faut avoir un service informatique qui sait faire ça. Pour info, moi j'ai 580 mots de passe différents aujourd'hui dans LastPass. Ça vous donne une idée.
de ce que je devrais retenir. C'est impossible. Je suis à peu près à ça aussi. Ouais. Et ça change tous les jours, en plus. Ah non, mais c'est excellent parce que je trouve que votre façon d'exprimer les choses est très claire. Donc, sécuriser les accès, oui, et un gestionnaire de mots de passe indispensable pour une PME et pour toute entreprise qui souhaite quand même mettre un premier niveau de protection. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire effectivement notre niveau de protection qui est important, c'est les mises à jour. Quelles règles préconisez-vous? Et aussi sur les, je veux dire, les parades antivirus par feu, est-ce que vous pouvez rappeler un peu les différences entre ces différents outils? Est-ce qu'ils sont déjà intégrés dans la plupart des systèmes informatiques que les PME utilisent? Ou est-ce que vous considérez qu'il faut mettre ceinture et bretelles et qu'il faut ajouter des outils spécifiques? Je vais essayer de répondre sur ces sujets-là. Alors, si la nécessité de faire les mises à jour n'était pas flagrante, l'attaque qui a eu lieu il y a un mois à peu près sur les serveurs d'Exchange de Microsoft dans le monde entier vient d'apporter la preuve manifeste qu'il est indispensable de faire les mises à jour. Aux États-Unis, je crois que c'est 35 ou 40 000 serveurs de messagerie d'entreprise qui ont été compromis, à tel point que le FBI a carrément exploité cette faille-là pour aller de sa propre autorité patcher et mettre à jour les serveurs sur demande des autorités américaines, ce qui ne s'était jamais fait. C'est-à-dire que le FBI a utilisé les failles pour aller protéger les entreprises. Bon, on peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est quand même assez innovant. Donc, faire les mises à jour, c'est indispensable. Le gros problème, c'est que c'est extrêmement chronophage. Mais il faut le faire. Vous avez des prestataires pour ça. Ensuite, antivirus pare-feu, je pense qu'il faut ceinture bretelle. Le pare-feu, sa vocation, elle est de protéger le périmètre et de faire en sorte que ne va sur Internet que ce qu'on laisse aller sur Internet et on ne laisse rentrer que, idéalement, le minimum de choses ne va pas du tout. Il y avait une question qui est quid des VPN. Même pour les accès distants, le rôle du pare-feu, c'est aussi d'être le point d'accès pour des VPN, pour chiffrer totalement et sécuriser totalement les accès de vos utilisateurs nomades. Donc oui, il faut un pare-feu. Les box opérateurs, leur fonction pare-feu, etc., leur fonction DMZ, c'est absolument insuffisant. Ça n'est pas suffisant d'ouvrir et de fermer des ports. Aujourd'hui, il faut analyser le trafic, voir ce qui passe et être capable de le bloquer s'il est dangereux. Je vous donne un exemple tout simple. Vous allez surfer ou lire vos mails sur le site, sur Gmail, par exemple. Si vous avez une simple box ou un pare-feu d'ancienne génération, vous allez simplement pouvoir dire « je vais filtrer, autoriser ou pas l'accès à Gmail ». Mais rien ne dit que bien que le trafic soit chiffré avec Gmail, que vous n'allez pas récupérer une pièce jointe qui soit infectée par un virus. Quand vous avez un pare-feu d'une dernière génération, il est capable de déchiffrer le trafic au vol. Donc ça, il faut que les salariés en soient informés quand même, parce que légalement, on va déchiffrer une partie du trafic. Et le pare-feu va, dès le périmètre, être capable de détecter les pièces jointes infectées et les bloquer avant même que l'utilisateur ait reçu la pièce jointe infectée sur son PC. Ça, c'est une barrière indispensable. L'antivirus sur le poste, il est là aussi pour protéger, par exemple, des clés USB ou des appareils photo numériques. Un appareil photo numérique, c'est aussi une grosse clé USB avec un objectif et un capteur. Mais c'est une clé USB. Et les téléphones. Et les téléphones. Et donc, on peut avoir des infections qui passent par là. Et donc, l'antivirus, c'est la protection un peu plus proche de l'utilisateur. Si je peux me permettre, en plus de tout ça, voilà, c'est vraiment ceinture bretelle pour les utilisateurs qui utilisent aussi leur ordinateur personnel pour le professionnel, un ad blocker, un bloqueur de publicité. Je ne vais pas citer les 3 noms, mais voilà, uBlock Origin, AdBlock, etc. permettent aussi de bloquer toutes les exécutions de JavaScript qui pourraient être malveillantes quand on visite un site qui est dangereux. Donc c'est quelque chose en plus qui permet de sécuriser pas mal les postes des salariés. Alors le dernier point qui pour moi est absolument essentiel, c'est évidemment les sauvegardes. Moi je ne prétends pas que mes clients soient totalement protégés à 100% des attaques, et c'est pas le cas, parce qu'il y en a plein qui se sont fait attaquer et qui ont pris des ransomware par manque de vigilance, malgré toutes les protections. Et puis les attaques, c'est toujours une règle de à qui sera le plus fort. Hein. Les pirates inventent un nouveau truc, les antivirus arrivent à les bloquer, et puis etc. C'est une fuite en avant. Donc la sécurité absolue, elle n'existe pas. Et si on n'a pas de sauvegarde,
Et une sauvegarde, une bonne sauvegarde, c'est une sauvegarde qui est externalisée, qui n'est pas sensible au ransomware et qui est testée régulièrement. On vérifie que la sauvegarde, elle se restaure parce qu'on a eu trop de cas par le passé, même si les logiciels ont bien évolué, où les gens sauvegardaient depuis 3 ans, 4 ans, sans aucune alerte, tout allait bien, et quand il a fallu restaurer, il n'y avait rien. On a eu ce problème-là aussi dans le jeu vidéo. Ça se teste. Et ensuite, il y a une question dans le chat sur la vulnérabilité Mac-PC. Attention à cette fausse image de sécurité que peut donner Mac. Et je vais vous citer un exemple sans dire ni où ni ce que c'est. C'est un prospect qui était sous Mac. C'est des gens qui font de la création, de la créa. Donc classiquement, ils travaillent sur Mac. Ils avaient leur fichier sur NAS. Sur un petit NAS d'une marque X ou Y, vous trouverez assez facilement avec ce que je vais vous raconter, pour ceux que ça intéresse. Leur NAS, il était exposé sur Internet, parce que leur prestataire avait ouvert sur leur Livebox, ou leur Freebox, peu importe, ils avaient ouvert ce NAS aux 80, en se basant sur la sécurité des mots de passe. Sauf qu'il y avait une faille qui a été découverte sur le logiciel interne du NAS, et les pirates ont attaqué tous les NAS de cette marque-là dans le monde entier, c'était là il y a un mois, là, un peu moins d'un mois, et a chiffré tous les fichiers dans le NAS. Donc ils avaient beau avoir des Mac, eh ben, ils avaient une fausse impression de sécurité, ils avaient négligé tout le reste, et ils ont perdu tous leurs fichiers. Et évidemment, ils n'avaient pas de sauvegarde. Peut-être qu'il faut expliquer d'où vient cette idée commune. C'est simple, c'est que les pirates sont toujours dans une logique héroïste. Donc, ils mettent plus de moyens et ils attaquent plus largement les systèmes qui sont les plus répandus. Si un jour Mac passe devant, l'OS de Mac passe devant Windows, on en reparlera. Mais voilà, le sujet est aussi avant tout celui-là. Et sa part de marché est en augmentation constante. Il y a de plus en plus d'attaques qui visent également des Mac. Qui vont avec, ouais. Alors, je rappelle du coup, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement répondre à nos participants sur l'utilisation de systèmes type Mail in Black? Peut-être qu'il y en a d'autres. Et est-ce qu'il faut utiliser des nettoyeurs, hein? Qu'est-ce qui peut répondre à ces questions? Je vais juste sur Mail in Black parce qu'il faut juste bien comprendre à quoi ça sert, Mail in Black. Et ce que ça fait et ce que ça ne fait pas. Ça vous permet de vous assurer que en face de vous, ce n'est pas un robot qui vous envoie un mail. Les phishing dont je vous ai parlé tout à l'heure, ciblés, ce n'est pas des robots derrière. Voilà. Donc ça fait très bien le job pour ce que ça fait. Voilà, vous allez certainement vous épargner un bon paquet de spam, voire de malware aussi, mais qui sont envoyés massivement. En revanche, et c'est intéressant, en revanche, pour des choses plus ciblées, pour le coup, cette solution-là ne sera pas la solution adéquate. Et le ciblage, c'est vraiment en ce moment ce qui est le plus prégnant parce qu'il y a de plus en plus de fuites des bases de données. Il y a de plus en plus d'informations personnelles des utilisateurs qui se baladent dans la nature. Et on prend la dernière fuite de Facebook avec les numéros de téléphone. C'est possible maintenant de faire des mails vraiment ultra ciblés avec le nom de la personne, son mail, son numéro de téléphone, d'autres informations qu'on peut trouver. Et du coup, c'est très très prégnant. C'est très ciblé, très précis. C'est super intéressant ce que vous dites, Mélanie, parce que effectivement, nous, on a vu de nombreux cas, là pour le coup, d'hameçonnage, qui, a priori, n'avaient pas d'intérêt en soi. Et puis après, bon, pour la revente, pourquoi pas, mais il fallait des gros volumes pour que ça devienne intéressant. Et en fait, c'était des hameçonnages qui avaient pour but de crédibiliser de futurs phishing. Et on l'a vu avec des phishing Amélie, où vous ne seriez pas tombé dans le panneau pour un remboursement de donner votre RIB. Sauf que quand il est nourri de toutes les informations que vous avez données, mais peut-être il y a un an, où vous en rappelez plus du tout, et il y a le nom des enfants, ou que sais-je, je me rappelle plus ce qu'il y avait dedans, bah là pour le coup vous y croyez et ça fonctionne. Et effectivement on voit de plus en plus d'attaques où c'est du billard à 2 voire 3 bandes, quoi. J'ai posté sur le chat une URL qui permet d'aller vérifier si... alors, il faut la prendre avec des pincettes quand même, hein, ce site-là, parce que ce sont effectivement des attaques, mais certaines sont un peu anxiogènes parce qu'elles datent de très très longtemps, ou c'est des vieux comptes qu'on n'utilise plus du tout, avec des mots de passe qu'on n'utilise plus du tout, quand on les change régulièrement. Mais pour la majorité des utilisateurs, ça permet en allant sur ce site, en donnant son nom email, de vérifier si votre email a fait partie d'une fuite massive chez Facebook ou chez d'autres, et de savoir si votre compte a pu être compromis, et donc si votre mot de passe a pu être volé. Donc je vous conseille d'aller voir, c'est pas le seul, mais c'est le plus connu.
Et vous pouvez vous renseigner, parce que vous allez certainement du coup déployer des gestionnaires de mots de passe après ce séminaire. Il y a plusieurs gestionnaires de mots de passe qui intègrent cette fonctionnalité nativement. Et lorsque vous mettez un mot de passe ou lorsqu'il y a des mots de passe qui ont fuité depuis, il vous le signale. Il vous dit attention, celui-là il n'est pas assez sécurisé, attention, celui-là il a fuité, attention, celui-là il est utilisé par un trop grand nombre d'utilisateurs. Et voilà. Et pour info, une bonne partie d'entre vous a déjà ça sur son téléphone sans le savoir, si vous êtes des utilisateurs d'iPhone. Et d'ailleurs, il y a eu un score là pour les mots de passe les plus utilisés. Il y avait la journée du mot de passe, je crois, la semaine dernière, et c'était effrayant de voir que les mots de passe les plus utilisés, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, c'est terrifiant. Justement, la formation, on va y revenir puisque vous parlez de former vos salariés. Je lisais une interview là, récemment d'un responsable de sécurité de chez Enedis qui disait qu'effectivement, dans leur messagerie, il y avait carrément un bouton pour les courriels suspects. On disait tout à l'heure qu'on peut faire de ces salariés des alliés. Est-ce que vous conseilleriez de faire un peu des crash tests, c'est-à-dire de tenter, je veux dire, la formation, mais aussi, comme on fait des exercices incendie dans son entreprise, peut-être une journée où on prévient les salariés qu'il y aura un test, je veux dire, informatique, qui peut être de tout style, effectivement, info phishing, une fausse attaque par déni de service ou quel que soit d'autre. Est-ce que vous connaissez des entreprises qui le font? Est-ce que c'est des choses que vous voyez commencer à être proposées? Et comment embarquer, j'allais dire, ces collaborateurs dans une dynamique où finalement, en masse, on peut résister peut-être un peu mieux? C'est des choses qui coûtent relativement cher de faire ce genre de formation. Donc pour des sites TPE, PME, c'est un peu compliqué de mettre en place des formateurs qui viennent, etc. Et faire des tests d'attaque, ça aussi, c'est relativement onéreux. Et puis ça peut être un peu anxiogène. Par contre, il existe divers produits, donc je pense, là je le citerai absolument pas, mais un éditeur d'antivirus qui a dans son catalogue un système d'auto-formation pour les salariés, où le manager peut avoir à sa disposition un dashboard avec tous ses collaborateurs, savoir où ils en sont de la formation, dans quel piège ils sont tombés, mais tout est fait sous la forme réellement de formation. Le salarié sait qu'il est dans une session de formation, il le fait à la carte quand il a 5 minutes, il peut prendre un peu de temps pour s'auto-former. Et il y a des programmes de plus en plus compliqués, de plus en plus pointus. C'est vraiment très très bien fait. Et les quelques clients qui nous ont commandé ça en ont été ravis. Et c'est de l'auto-formation, c'est ça qui est bien. C'est que chacun peut se former à son rythme. Et là, on peut détecter qui ne le suit pas. Et en fonction de qui ne suit pas et son niveau moyen que la DSI est parfaitement capable de donner, le niveau moyen de culturation de l'informatique de ses salariés, on peut aller faire après des actions un peu plus ciblées, un peu plus précises sur ses salariés. Mais c'est indispensable de former les salariés au mot de passe, à détecter un phishing ou un hameçonnage, c'est très facile à voir. Hein. Il suffit la plupart du temps de passer la souris sur le lien et on voit que l'URL elle correspond à rien. Mais il faut dresser l'œil. Dans le doute, ne jamais cliquer sur un lien dans un mail, en fait. Mais alors après, pour compléter ce que dit Olivier, vraiment, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'il n'y a pas vraiment d'évidence en la matière pour les utilisateurs. Et il a pris un exemple tout à l'heure, Olivier, qui était assez édifiant. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on se contente, même si ça peut sembler être une bonne chose, de partager les bonnes pratiques et les règles essentielles, bah, ça ne fonctionne pas. Si on ne passe pas de temps à expliquer et à sensibiliser aux risques, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là tout à l'heure on a expliqué pourquoi c'était important d'avoir ces mots de passe qui nous cassent les pieds parce qu'ils fuitaient, parce qu'ils étaient réutilisés, etc. Si on n'explique pas aux utilisateurs les risques sans les prendre pour des neuneux et juste en leur disant ce qu'il faut qu'ils appliquent comme des robots, ça fonctionne beaucoup mieux. Et ça fonctionnera encore mieux, et ça, c'est pas vraiment compliqué à faire, même sans aller jusqu'à des formations, si vous prenez des supports en prenant aussi des exemples de leur vie personnelle. Là, voilà, quand à côté de tous les sujets que vous aborderez en interne sur comment éviter de perdre les données de l'entreprise, si vous leur expliquez aussi comment éviter de perdre les 15 à 20 ans de photos de famille, vous verrez que ça résonne beaucoup mieux. Et il ne faut pas hésiter. Là, je fais un tout petit peu de promo, bien qu'on n'ait rien à vendre, c'est pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Nous, on met à disposition justement un grand nombre de contenus sur cybermalveillance.gouv.fr qui sont à disposition de tous et surtout qui sont proposés en licence ouverte Etalab.
Ça veut dire que vous pouvez les utiliser, les modifier, donc ça veut dire les mettre aux couleurs de vos entreprises pour qu'ils soient partagés mieux, et pas forcément que du côté de l'informatique, mais avec la com, avec, j'avais un exemple assez fabuleux dans le Nord où ils s'étaient même servi ils avaient bossé avec le comité d'entreprise, et c'était super malin parce qu'en plus ça sortait de l'entreprise, du coup c'était le newsletter le mieux partagé, hein, enfin le mail le plus partagé. Donc il y a pas mal d'idées à trouver, et aujourd'hui on peut faire de la sensibilisation sans que, en tout cas le début, sans que ça coûte trop de sous. Alors ça coûte un peu de temps, mais ça en fait économiser aussi du temps et des sous. Et en tout cas, c'est pas compliqué de diffuser des messages sur les fondamentaux, parce que maintenant il y a plein de supports qui existent. Moi je vous parle des nôtres, mais il y en a partout. Là c'est parce que ceux-là, voilà, on a la maîtrise et on sait qu'ils fonctionnent et que vous pouvez les utiliser, de la fiche, de la vidéo, etc. Mais voilà. Encore une fois, les bonnes pratiques, c'est bien, mais sensibiliser au risque et surtout, prenez le temps d'expliquer. J'ai posté également le MOOC de l'ANSSI qui s'appelle la SecNum Academy, qui est d'un niveau utilisateur un peu avancé, mais qui est aussi très très bien fait, dans lequel on peut s'auto-certifier. Qui est déjà, quand on est certifié SecNum Academy. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Alors, je peux vous inviter aussi, Clément va le mettre, à faire le petit test du MEDEF. Il est très rapide et c'est vraiment pour un premier vernis. Il ne rentre pas du tout dans des détails techniques, mais c'est pour peut-être éventuellement ceux qui participent au webinaire sensibiliser un dirigeant que vous n'êtes peut-être pas et peut-être que vous n'avez du mal à promouvoir ce sujet, ou auprès de vos adhérents, si vous êtes des MEDEF territoriaux. Il y a un petit test MEDEF à effectuer qui est très rapide. On va maintenant, dans cette dernière partie du webinaire, parler de qu'est-ce qu'on fait quand on est attaqué et qu'est-ce qu'on fait après l'attaque. Peut-être on pourrait justement, Franck et Olivier, je ne sais pas qui veut en parler, présenter le label Expert Cyber, parce que justement, la plupart des entreprises ont besoin de pouvoir peut-être se tourner vers un spécialiste s'ils ne l'ont pas fait avant, ce que vous aurez compris, on vous encourage à faire. Il faut en tout cas certainement avoir accès à la possibilité d'un prestataire lorsque l'attaque se déroule. Et puis peut-être aussi, si vous pouvez donner quelques tips, faut-il dire à tous ces salariés d'éteindre ces PC? Faut-il payer la rançon demandée? On va tout de suite dire au MEDEF que nous ne sommes pas favorables au paiement des rançons, mais nos intervenants vous expliqueront sans doute mieux que moi pourquoi. Notamment parce que peut-être que la clé de déchiffrement est déjà connue. Voilà, quelques trucs et astuces au moment de l'attaque, et surtout comment déterminer vers quel professionnel je peux me tourner. Peut-être Franck, tu peux présenter le label, et Olivier dire pourquoi vous l'avez eu ou comment vous avez réussi à passer cette étape. Oui, parce que Apsys fait partie des 50 premiers professionnels labellisés experts cyber. Là, on est au nombre de 64 à ce jour. Juste en deux mots, les prestataires dont je vous ai parlé tout à l'heure, le réseau de plus de 1000 prestataires référencés sur notre plateforme qui interviennent pour des incidents. Donc c'est après, quand arrive le drame, comme dirait l'autre, et sur une population très large, puisque on va s'occuper à la fois de monsieur et madame tout le monde jusqu'à des entreprises de taille plus critique. Donc pour être en capacité d'adresser un spectre aussi large, il faut travailler avec tout l'écosystème, depuis la petite société de service à la personne, je grossis à peine le trait, qui fait de la réinstallation de Windows et de la tonte de gazon, qui sera la seule à couvrir les petits villages dont je vous parle, c'est la réalité du terrain, jusqu'à des entreprises de services numériques plus spécialisées. Donc cette hétérogénéité se retrouve également sur l'expertise dont font preuve ces professionnels. Donc nous, le référencement était jusqu'alors assez large, hein. Il y a une vérification bien évidemment administrative, on vérifie le champ d'action, d'activité, mais on ne présume pas de l'expertise. Donc on a souhaité créer ce label pour aller justement valoriser, tester et valoriser cette expertise. Il y a un audit de l'AFNOR, mais également pour aller plus loin que la partie assistance, puisque aujourd'hui l'idée c'est d'être plutôt prêt avant que n'arrive le drame, mais aujourd'hui on voit de plus en plus, je trahis une de nos discussions, Maxence, de la fin de l'année passée, où tu me disais, voilà, j'ai de plus en plus d'adhérents, et notamment des petits, qui se posent la question au MEDEF, qui se disent, voilà, j'ai bien compris que c'était un sujet, par quoi je commence, vers qui je me tourne, et toutes les questions qu'on voit aujourd'hui sont des bonnes questions, mais lorsqu'on va aller un peu plus loin dans toutes ces questions, ça veut surtout dire qu'il faut s'adresser aux bonnes personnes.
Et effectivement, jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément de référentiel qui existait pour les TPE, PME, et on a souhaité créer le label Expert Cyber pour avoir des prestataires en capacité d'accompagner sur l'ensemble de la démarche, depuis la sécurisation, en passant par la maintenance jusqu'à l'assistance. Je te laisse, Olivier, en parler, vu que tu le vois de l'intérieur en tant que prestataire labellisé. Oui. C'est vrai qu'il y avait un manque en matière de labellisé, de label cyberprotection. Vous avez des entreprises qui travaillent pour les très très gros faiseurs, qui ont des labels ANSI, type PRIS, PASI, etc., mais qui ont des tarifs horaires ou des niveaux de compétences qui évidemment les rendent pratiquement intouchables pour les TPE-PME. Et d'un autre côté, tout un tas de labels plus autodéclaratif qu'autre chose, c'était un peu l'école des fans, qui n'avait pas, on va dire, une qualité suffisante pour donner confiance aux utilisateurs, aux clients finaux. À côté de ça, il y avait également les constructeurs, les fabricants de produits de cyber, firewall, antivirus, etc., qui certifient certains de leurs prestataires, mais ce sont des certifications qui ne sont pas connues du grand public. Et l'avantage du label Expert Cyber, c'est qu'il va s'appuyer en partie sur des tests techniques qui ont été rédigés par l'ANSI, je suppose, et plein de gens compétents, d'une part. D'autre part, va s'appuyer également sur des certifications de constructeurs reconnus sur le marché, et ça c'est important, mais également va s'intéresser à nous, prestataires. C'est-à-dire qu'on nous demande, est-ce qu'on est assuré pour le travail qu'on fait? Ce n'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas. Il y a souvent des trous dans la raquette en matière d'assurance pour les prestataires cyber, c'est souvent très très moyen. Ils vont nous demander notre politique RGPD. On parle souvent de certification RGPD, ça n'existe pas la certification RGPD puisque c'est la loi. Tout le monde doit avoir mis en place une politique RGPD dans son entreprise. Donc pour pouvoir avoir le label Expert Cyber, il faut avoir une politique RGPD pour être prestataire. On nous demande également des rapports anonymisés prouvant qu'on est capable d'intervenir et comment on a intervenu, quel type d'analyse on a fait. On nous demande tout un tas de documents sur les CV de nos salariés, etc., etc., les formations qu'ils ont suivies. Enfin, on s'intéresse vraiment à qui on est, comment on fait le boulot. Et pour pouvoir avoir ce label, il faut quand même montrer un petit peu patte blanche. Donc il y en a aujourd'hui 64. Mais le but de ce label n'est évidemment pas, d'après ce que j'ai compris, de se partager le gâteau à 200 sociétés certifiées en France. Le but, c'est de tirer tout le monde vers le haut. On n'est que 64 labellisés. Moi, j'espère que demain, mes concurrents le seront aussi. Parce que ça voudra dire que l'économie française sera protégée. Parce qu'au bout du bout, c'est quand même ça le sujet. C'est vraiment le sujet, Olivier. Et effectivement, nous, derrière le lancement de ce label, hein, qui est récent, autant le recrutement date de plusieurs mois, mais le lancement public s'est fait là en février. Le sujet derrière, c'est effectivement d'être capable d'être le plus nombreux possible pour lutter contre la cybermalveillance et aider les entreprises à mieux se sécuriser. Et donc, le sujet qui va venir très rapidement derrière, c'est comment on aide les prestataires qui ne sont pas encore à niveau, voilà, ce qui n'est pas le cas des labellisés, pour monter en compétence, parce qu'on aura besoin définitivement du plus grand nombre quand on voit la progression de ces phénomènes. En tout cas, c'était l'occasion de parler de ce label, parce que même si le cœur de notre webinaire, c'est de donner des éléments d'actualité et d'informations pratico-pratiques, l'objectif était aussi de faire bien sûr connaître cybermalveillance.gouv.fr et tout ce que vous faites de particulièrement utile et vraiment indispensable en ce moment, et aussi ce label qui répond vraiment, je pense, aux besoins de clarté et de simplicité. C'est-à-dire, quand je suis attaquée, qui j'appelle, hein, c'est pas le 18 ou le 17, mais c'est expert cyber, et donc ça, je pense que c'était très valable. Et même mieux. En amont maintenant. Voilà, et le mieux, c'est encore ça. C'est de dire, pour réduire ma surface d'attaque, je ne parle pas pour me protéger totalement, vous remarquerez, hein, parce que ça n'existe pas, comme je l'ai dit, mais en tout cas, pour réduire la surface d'attaque et me prémunir de l'immense majorité des attaques qui peuvent arriver chez moi, je vais faire appel à un prestataire expert cyber qui va me faire un ensemble de propositions que je suivrai ou pas. Le client est toujours roi, hein, parce que, évidemment, être très très bien protégé en cyber, ça a un certain prix, et c'est toujours pareil, hein, il faut une tolérance il faut régler le curseur entre ce que ça coûte et ce qu'on risque.
Mais il y a des bonnes pratiques, il y a des solutions pas chères, il y a des solutions efficaces. Et le prestataire expert cyber, il sera aussi capable de proposer quelque chose qui est adapté au client final. Il faut vraiment pas que les entreprises jouent, on en voit trop souvent du côté victime chez nous aux apprentis sorciers, en pensant pouvoir gérer ces sujets-là tout seul ou en confiant cette lourde tâche aux plus geeks de la bande. C'est vraiment ce qui se passe tous les jours et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, aujourd'hui en tout cas, il y a des pistes, c'est pas les seules, mais au moins ça existe et ça peut déjà être une première grille de lecture pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent se faire accompagner par les bons prestataires. J'insiste, on voit trop de clients finaux qui arrivent en pleurant, ou de futurs clients finaux qui arrivent en pleurant en disant mais j'ai fait faire ça au meilleur ami de ma fille voilà. Qui est abonné à Hacker PC et qui s'est monté son propre PC à la maison et c'est lui qui s'occupe de mon informatique. Et on lui dit, ben, vous savez, nous on a des gens qui ont fait des Bac plus 3, Bac plus 5 ou plus en informatique, c'est que c'est un vrai métier. Ça s'apprend. Est-ce que effectivement sur la partie juridique, on n'a pas le temps et c'était pas le programme de notre webinaire, mais on voudrait rappeler à nos auditeurs que porter plainte c'est très important. C'est très important, notamment parce qu'il faut derrière, il y a des propositions qui ont été faites récemment par tout un club de réflexion autour de la problématique de la justice dans ce domaine-là, déjà pour avoir des chiffres, parce qu'en fait la menace, on a du mal à la chiffrer aussi parce que les gens portent pas plainte. On a du mal à arrêter les hackers, alors pour différentes raisons, et je ne sais pas si vous avez entendu Guillaume Poupard ce matin sur BFM, mais il explique très bien qu'effectivement, des organisations mafieuses qui s'organisent à dessein dans des zones géographiques de non-droit, donc c'est difficile, mais on arrive, et il y a des groupes qui ont été arrêtés récemment, donc il faut porter plainte, et c'est aussi parce qu'on porte plainte que je veux dire, les enquêteurs de la police et de la gendarmerie montent aussi en compétence sur ces sujets et peuvent, avec des départements maintenant qui sont dédiés, poursuivre et arrêter des malfaiteurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire les uns et les autres? Oui, nous, clairement, pour nos problèmes, tous nos problèmes, en fait, pouvaient se résumer à surtout un utilisateur qui entraînait beaucoup les autres. Et cet utilisateur-là, on a fini par porter plainte contre lui et on a pu retrouver certaines informations. Voilà, on a pu envoyer un courrier d'un avocat et c'est à ce moment-là que pas mal de nos soucis se sont arrêtés. Donc, je vous encourage vraiment à porter plainte. Et il faut bien comprendre que de toute façon, si on ne porte pas de plainte, il n'y a pas de phénomène. Et s'il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas d'enquête. Donc voilà, quand on se fait piquer, voler des choses dans le monde physique, on ne se laisse pas faire. Il n'y a aucune raison qu'on banalise ça dans le monde virtuel. Surtout que les données virtuelles ont parfois plus de valeur que certains objets physiques qu'on pourrait se faire voler. Donc, Et puis, il faut souligner qu'on a la chance en France, on est très auto-dénigrant, on est toujours en train de s'auto-flageller, mais il ne faut pas oublier qu'en France, on a des services, notamment de gendarmerie, et avec l'ANSSI, on a des outils de première bourre. Vraiment, on est sur la crête de la vague dans le monde en matière de cyberprotection. Il faut se servir de ces services-là, bien évidemment. Alors, je rappelle pour tous ceux qui sont membres des MEDEF et les représentants des MEDEF territoriaux que le MEDEF a un partenariat avec la gendarmerie. Lors de notre webinaire l'année dernière, c'est Cybergendarmerie qui intervenait aussi. Si vous voulez faire intervenir dans vos MEDEF territoriaux, alors soit des représentants de cybermalveillance, soit voilà, trouver une entreprise experte labellisée dans votre géographie ou la gendarmerie, surtout n'hésitez pas à nous contacter au MEDEF, on nous fera un plaisir de vous mettre en relation. On est tout à fait là pour ça et là je crois qu'il y avait au moins une centaine de participants à ce webinaire, mais c'est bien, mais il en faut plein d'autres comme ça. Donc à tous les représentants des MEDEF territoriaux ou toutes les personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à contacter Cybermalveillance. Peut-être que Franck, son agenda est déjà bien rempli, mais je crois que vous êtes relativement disponible pour faire de la sensibilisation. Oui, puis je ne suis pas tout seul. Heureusement. Non, on a effectivement un conférencier maintenant qui se fera un plaisir si on ne s'organise pas la veille de venir participer à des sessions de sensibilisation, des tables rondes ou autres en région. La seule chose, c'est que voilà,
n'ayant pas d'onde d'ubiquité, il faut qu'on le ménage un peu et puis on essaye quand même de le déplacer pour des événements sur lesquels vous arrivez à rassembler assez de monde, mais on l'a déjà fait plusieurs fois pour des MEDEF en région et j'espère qu'on pourra le faire pour voilà, répondre la bonne parole sur le sujet cyber. Écoutez, je crois qu'il me reste à vous remercier. Il est 18h02. On a plutôt bien tenu le planning. J'espère qu'on a répondu au maximum de questions qui ont été posées. Comme je l'ai indiqué au début, ça a été enregistré. On va essayer de faire un replay avec les essentiels pour que ce soit peut-être un petit peu moins long qu'1 heure et aller directement. J'espère que vous nous avez excusé pour les petits problèmes de micro de départ. Ça a été très vivant. Je remercie infiniment Mélanie Christin, Olivier Marty et Franck Giquel. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on est à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui se poseraient à la suite de ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter. On remet dans la conversation. Je vais mettre tout de suite mon adresse mail si c'est nécessaire. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée Merci à tous. Au revoir. Au revoir et merci. C'est bon pour ton match, je peux mettre fin.